le légendaire vaisseau de guerre humain qui avait failli renverser le cours de la guerre. Sa main épaisse et écailleuse serrait fermement le régulateur thermique de son exoi, tandis que le métal grinçait sous la croûte gelée de la planète. Comme tous les Drari, il mesurait près de 2,50 mètres 7. Son corps reptilien était recouvert de plaques blindées qui scintillaient d'un bleu-vert dans la lumière crue. Il grogna son rapport de situation dans le brouillard de son souffle calme, dans l'air glacial. L'immense site de fouille s'étendait autour de lui, creusant une blessure irrégulière dans la glace immaculée de la toundra. 7 plateformes de foragiettes des lumières flottantes projetaient de longues ombres sur les équipes de fouille en contrebas. Tous les soldats Drari travaillaient méthodiquement sous son commandement. Hullbridge confirma, général, rapporté au commandant Rox. Son visage balafré, avec ses mâchoires proéminentes, illuminées par la lumière bleue crue des projecteurs, les premiers scans montrent un niveau de radiation minimal. Le vaisseau humain semble inactif. Cruel s'avança lourdement, son silhouette massive qui faisait paraître les autres officiers minuscules. L'Empire Drari était devenu la force dominante dans ce secteur, après avoir écrasé l'humanité il y a seulement 30 ans, mais cette terre, gelée et désolée, faisait encore frémir les arêtes de sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans les reliques humaines qui le mettait toujours mal à l'aise, un sentiment qu'il n'avait jamais admis devant ses subordonnés. « Allumez les projecteurs principaux », ordonna-t-il. La fosse d'excavation fut inondée d'une lumière blanche aveuglante, révélant ce que 3 siècles de glace avaient recouvert. Le vaisseau de guerre humain était plus petit que Cruel ne l'avait imaginé, peut-être 400 mètres de long. Son coq était criblé de cratères d'impact et brûlé par des brûlures de plasma, témoignage de la bataille qu'il avait envoyé s'écraser dans cet enfer gelé. Le marteau céleste murmura l'un des officiers subalternes en lisant les lettres, partiellement visibles sur la coque. Ce vaisseau était responsable de la destruction de notre 3e flotte lors de la bataille de Proxima avant d'être abattu par une arme primitive maniée par des singes primitifs, ricana VX, en donnant un coup de pied dans un morceau de glace contre le trou métallique. Le bruit sourd résonna à travers le site de fouille. Difficile de croire que ces créatures nous aient causé autant de problèmes. « Un autre trophée pour nos musées de guerre », dit Cru sans rien dire, en étudiant le vaisseau avec des yeux plissés. La propagande officielle affirmait que les humains avaient été des proies faciles, faibles, divisés et technologiquement arriérés, mais Cruel avait lui-même combattu dans ces batailles. Les humains n'avaient pas seulement combattu, ils avaient failli gagner. Il avait fallu toute la puissance de l'armada Drari et des mesures désespérées pour briser leur résistance. Même aujourd'hui, 30 ans plus tard, les schistoriens de l'Empire travaillaient sans relâche pour minimiser à quel point ils avaient été proches de la défaite. « Commencez à découper », ordonna Cruel. « Je veux entrer dans ce vaisseau dans l'heure qui suit. » Les drones d'ingénierie se précipitèrent, leurs découpeurs plasma tranchant le trou endommagé comme des couteaux dans la chair. Derrière lui, Cruel entendit les historiens, militaires débattre de l'importance de leur découverte, se demandant si le vaisseau devait être conservé au musée impérial de la guerre ou démantelé pour ses composants les plus rares. « Pensez à la valeur propagandiste », s'exclama l'historienne en serrant sa tête écailleuse. Free s'agite d'excitation. L'empereur lui-même collectionne les reliques de guerre humaine. Cela pourrait vous valoir une faveur importante à la cour. Le général Cru leva la main pour silence tandis que les drones d'ingénierie finissaient de découper un rectangle parfait d'ancien métal qui s'effondra vers l'intérieur dans un bruit assourdissant, révélant l'intérieur sombre du vaisseau humain. « Analyse de l'atmosphère », demanda Cruel. « Mélange d'azote et d'oxygène », rapporta l'officier scientifique. « Étonnamment stable mais froid, environ moins 40 degrés Mercury. Aucun pathogène ou toxine détectable. Envoyez les éclaireurs. Une équipe de soldats. » Yann s'avança, leur fusil phasique prêt. Cruel les regarda disparurent dans le centre commercial du vaisseau, les lumières de leurs casques fendant l'obscurité à l'intérieur. Quelques minutes s'écoulèrent. Général, la voix du chef des éclaireurs grésilla dans le silence. « Vous devez voir ça maintenant.
Quelque chose dans le ton du soldat fit froid dans le dos de Cruel. Il fit signe à V et à 2 gardes d'élite de le suivre, tandis qu'il se précipitait vers la brèche, ses lourdes bottes craquant sur la glace et le métal brisé. L'intérieur du vaisseau humain sentait le métal et quelque chose d'autre organique et dérangeant. Les lumières du casque de Cruel balayèrent les couloirs tordussés, les câbles exposés. Le vaisseau avait clairement subi des dommages importants lors de sa dernière bataille, mais la structure interne était restée en grande partie intacte, témoignant de l'ingénierie humaine que Cruel admirait à contre-cœur. L'équipe de reconnaissance attendait devant une porte scellée, leurs armes pointées dessus. L'attention des soldats Jacari était évidente dans leur posture rigide et leurs épines caudales qui tremblaient. Le chef désigna un panneau à côté de la porte où d'étranges glyphes humains clignotaient d'une faible lumière bleue. « Il est toujours sous tension », dit l'éclaireur d'une voix étouffée après 30 ans passés ensevelis dans la glace. Cruel fronça son front écailleux, ce qui était impossible. Leurs réacteurs sont des cellules à fusion inférieure. Elles auraient dû être épuisées depuis des années dans ces conditions. « Scanne la pièce », ordonna Beyond. La queue du commandant Rex remuait nerveusement malgré son air bravache. Officier, scientifique appuya un appareil de balayage contre la cloison. Ses yeux s'écarquillèrent, ses pupilles verticales se dilatant sous le choc. Je détecte des signatures organiques, plusieurs lectures. Des animaux sauvages qui se reproduisent dans la coque, suggéra l'un des gardes en ajustant sa prise sur son fusil à plasma. L'officier scientifique secoua lentement la tête. Non, ce sont des humains. Le silence s'abattit sur le groupe. Cru sentit ses 2 cœurs battre à toute vitesse. Les archives de guerre étaient claires. La dernière résistance humaine organisée avait été écrasée lors de la bataille de Soul. 3 décennies auparavant, le survivant étaient des réfugiés dispersés, pourchassés jusqu'à l'extinction. « À combien ?» demanda finalement Cruel. 12, peut-être 13. Des signaux faibles, mais stables. VX éclata d'un rire rauque dans le couloir glacé qui se termina par un sifflement reptilien. Impossible. Ils n'ont pas pu survivre au crash, encore moins passer 30 ans dans cette glace, à moins d'être en stase, murmura l'officier scientifique. Leur technologie était moins avancée que la nôtre, mais ils disposaient d'une cryoconservation fonctionnelle. Cruel, Rand passa ses doigts écailleux sur la porte scellée, sentant le métal froid contre son épaisse peau. Des humains vivants. L'empereur paierait cher pour de tels spécimens. Il collectionnait obsessionnellement des artefacts humains et les spécimens vivants constituaient le trophée ultime, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, taraudait l'esprit Cruel. Il avait déjà affronté des humains au combat. Ils étaient imprévisibles, tenaces. « Ouvrez », ordonna-t-il à l'officier scientifique. Celui-ci hésita. « Monsieur, le protocole l'exige. »« J'ai dit ouvrez », répéta K d'une voix qui ne souffrait aucune réplique. Travaillant ensemble, les ingénieurs parvinrent à neutraliser l'ancien mécanisme de verrouillage. Dans un sifflement d'air qui s'échappait, la porte s'ouvrit lentement, révélant une chambre au-delà du casque de Cruel. La lumière balaya la pièce, illuminant des rangées de cylindres givrés contenant chacun une forme humanoïde. « Des capsules de préservation », murmura l'officier scientifique. « Elles sont toutes intactes. » Cru s'approcha de la capsule la plus proche et essuya des siècles de givre avec sa main gantée. À travers le verre trouble, il distingua les traits d'un homme plus petit qu'il ne l'avait imaginé, à la peau pâle et à la barbe sombre. La créature semblait dormir, inconsciente que sa civilisation s'était effondrée pendant qu'elle rêvait. « Peut-on les réveiller ?» demanda Rax, son scepticisme initial remplacé par la fascination, sa langue fourchue sortant pour goûter, l'air froid. L'officier scientifique étudia les panneaux de contrôle humains. Ces systèmes sont obsolètes, mais fonctionnels. Leur conception est étonnamment sophistiquée pour des humains. Je pense que nous pouvons réactiver leur protocole de réveil. Faites-le, Cru. Je veux présenter ce spécimen à l'empereur moi-même, monsieur, dit VX avec hésitation. Ces marques indiquent qu'il s'agit de militaires,
D'après les insignes sur leur capsule de préservation, ce sont peut-être des unités de combat d'élite. Ils pourraient être dangereux, rit Cru, le son résonnant, dans son armure, alors qu'il désignait leurs armes et armures avancées. Ce sont des primitifs qui ont perdu la guerre. Entourés de guerriers Drari avec 30 ans d'avance technologique, que pourraient-ils bien nous faire? L'officier scientifique officier de sciences tapota les commandes, ses doigts écailleux travaillant avec précaution sur l'interface humaine. La machinerie gémit en s'animant, des lumières clignotèrent dans la pièce alors que le courant traversait des systèmes longtemps inactifs. Les cuves de préservation se mirent à bourdonner, la glace fondant à leur surface à mesure que la température interne augmentait. Cru regarda, fasciné, le seau de la première cuve se briser dans un sifflement sonore. Une brume s'échappa de l'ouverture, tourbillonnant autour de leurs pieds griffus. Le couvercle de la cuve se souleva lentement, révélant le bourdonnement à l'intérieur. Pendant un moment, puis rien ne se passa. La poitrine de l'humain se souleva dans une soupirée, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Cru s'attendait à voir de la peur, de la confusion, voir de la crainte devant les guerriers Drari qui avaient conquis leur espèce. Au lieu de cela, le regard de l'humain balaya rapidement la pièce, enregistrant chaque détail avec une rapidité déconcertante. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Krul et le général sentit une sensation inconnue lui parcourir l'épine dorsale blindée. Ce n'était pas de la peur, se dit-il, certainement pas de la peur pour un héros de guerre Jacari. Les lèvres gercées de l'humain s'entr'ouvrirent et il parla d'une voix rauque. La matrice de traduction intégrée au casque de Cruel traduisit les sons primitifs scènes Drari. « W » dit l'humain, la bouche déformée en ce que Cruel comprit plus tard être un sourire. On dirait qu'on a de la compagnie. Autour d'eux, les autres capsules commencèrent à s'ouvrir. Le premier humain, un homme trapu à la barbe épaisse et recouverte de givre, se redressa lentement. Ses mouvements étaient délibérés et mesurés, tandis qu'il évaluait la pièce remplie de soldats Jacari. Son regard perçant ne quittait pas Krul, même lorsqu'il balança ses jambes par-dessus le bord de la capsule de stase. « Capitaine Rick Cooper, 5e division de combat spécial », dit-il d'une voix qui se renforçait à chaque mot. L'homme se frotta le menton mal rasé, apparemment indifférent au fait d'être entouré de guerriers reptiliens de 2,5 mètres. « Mon esprit me dit qu'il y a une bande de lézards géants dans mon vaisseau. La matrice de traduction avait du mal avec certaines expressions familières, mais le manque de respect était clair. En sifflant et en fouettant l'air de sa queue, il dit d'une voix sifflante « Vous ferez preuve du respect qui est dû au général Cruel de l'Empire Jacari », exigea Rox en brandissant sa main près de son arme. Avant que Cru puisse répondre, une autre capsule s'ouvrit et une femme humaine en émergea. Sa peau sombre contrastait avec l'uniforme blanc recouvert de givre qu'elle portait. Sa tête était rasée sur les côtés et sur le dessus, où une mèche serrée était nouée. Ses yeux balayaient la pièce comme des scanners tactiques. « Cap », dit-elle simplement, sans donner la peine de cacher son évaluation des troupes Tari. « Nous avons un problème. » Cooper acquiesça légèrement. « Regarde par là, Reed. » 3 autres capsules s'ouvrirent simultanément, libérant leurs occupants. Un homme humain, imposant, aux bras aussi épais que la queue d'un drari émergeait de l'une d'elles, fléchissant ses épaules massives, tandis qu'une autre révélait un homme maigre aux traits anguleux et à la mâchoire marquée d'une cicatrice vicieuse. Du troisième sortit une femme trapue, dont les Weed se mirent immédiatement à trembler comme s'il manquait une arme. Aucun d'entre eux ne montrait de peur, aucun ne semblait désorienté, aucun ne suppliait pitié. Le général Kerr avait des jumeaux. Son cœur battait plus vite. Quelque chose n'allait pas, très mal. « Depuis combien de temps étions-nous sous Cooper ?» demanda avec désinvolture en roulant des épaules. L'officier scientifique répondit avant que Cruel ne puisse l'arrêter. « Environ 30 ans selon votre calendrier », répondit Cooper. Il échangea un regard avec son équipe. Une communication tacite passa entre eux. 30. Des années, répéta-t-il d'un ton neutre. La massive silhouette masculine craqua son cou,
produisant un bruit semblable à celui d'os brisé dans la pièce silencieuse. Les lèvres de Vax se tordirent en un rictus. « Votre monde est tombé il y a 29 ans. Votre espèce a été vaincue, humain. La guerre est finie. » Cooper acquiesça lentement, comme s'il assimilait cette information. « La guerre est finie, » répéta-t-il. Il semblait calme, trop calme. Les autres humains se positionnaient progressivement autour de la pièce, chaque mouvement subtil mais délibéré, leurs yeux constamment rivés sur les armes Drari et les sorties, tout en donnant l'impression de simplement étirer après leur long sommeil. « Je m'attendais à plus de détresse, » dit Cruel en observant Cooper de près. « Votre civilisation est tombée. » Cooper sourit, mais son expression ne reflétait pas ses pensées. Pleurer ne changera rien, n'est-ce pas? Les dernières trames s'ouvraient maintenant. En moins d'1 minute, les 13 humains se tenaient debout dans la pièce exiguë, bien qu'ils venaient de se réveiller après 3 décennies de cryosommeil, ils formèrent une formation lâche, créant inconsciemment une position défensive. Cru reconnut ce comportement. « Capitaine Cooper », dit Cru, décidant qu'une approche directe était la meilleure solution. « Vous et votre équipe êtes désormais la propriété de l'Empire Douari. Vous serez transporté vers la capitale. Impériale en tant que spécimen, coopérez et vous serez traité humainement. » Quelque chose changea dans les yeux de Cooper. Spécimen? Ce n'était pas une question. La température dans la pièce semblait baisser encore plus. Reed, la femme humaine aux cheveux tirés en un chignon serré, fit craquer ses jointures. « Capitaine, permission de me dégourdir les jambes, je me sens un peu raide après 30 ans. »« Bien sûr, » répondit Cooper sans quitter des yeux Cruel. Tout le monde aurait probablement besoin de s'étirer. Cruel sentit le changement d'énergie avant, même de voir le moindre mouvement. Lui-même vétéran du combat, il reconnut la tension subtile des muscles secs, les changements de poids presque imperceptibles qui précèdent la violence. « Arme prête !» aboya-t-il à ses troupes en sortant son arme de poing. Trop tard, Cooper se déplaça avec une rapidité impossible pour quelqu'un qui venait de sortir de cryo-sommeil. Il se jeta, aboya-t-il à ses troupes en sortant son arme de poing. Trop tard, Cooper se déplaça avec une vitesse impossible pour quelqu'un qui venait de sortir de cryo-sommeil. Il se jeta en avant, esquivant l'arme que V avait levée à la hâte, et son épaule percuta un craquement écœurant. Le pistolet à plasma tomba sur le sol. Mais je commence à m'échauffer. Le chaos éclata. L'énorme homme rugit d'un son primitif et terrifiant, alors qu'il chargeait le garde le plus proche. Malgré l'avantage de sa taille, l'humain le plaqua, au sol avec une force impressionnante. Les écailles blindées craquèrent sous l'impact. « Oh, tu es foutu !» sourit l'humain balafré en esquivant un tir de plasma qui grésilla près de son oreille. Il roula sur lui-même, s'empara du pistolet du Fallen et tira d'un mouvement fluide. Un soldat Drari s'effondra, un trou brûlé dans son plastron. La femme trapue esquiva le coup sauvage d'un autre garde, puis enfonça son poing dans sa gorge, directement dans le point vulnérable entre les plaques d'armure. Le Trari s'effondra, suffocant et haletant. « Anatomie de base !» cracha-t-elle. « Vous êtes toujours construits comme des... » Bah! Cru tira avec son arme, mais Reed était déjà en mouvement. Elle glissa sous le jet de plasma, enroula sa jambe autour de la sienne et tira. Le général s'écrasa sur le sol, son armure cliquetant contre les renforts métalliques. Il hurla dans son calme Medical Bay. Cooper se tenait maintenant au-dessus de lui, tenant le pistolet à plasma de Vax. « Les communications sont brouillées, général. » Une cruelle femme humaine n'avait pas remarqué et fit signe depuis le côté d'un panneau ouvert, des étincelles jaillissant entre ses doigts. « J'étais en Senito. Signaux sont brouillés, confirma-t-elle. J'ai déclenché le passage en mode urgence sur toutes les portes. L'accès est désormais réservé aux membres du groupe des lézards. » Cruel grogna en se jetant de toutes ses forces en avant, sa queue fouettant l'air et visant le genou de Cooper. L'humain esquiva l'attaque et atterrit avec une précision féline. « 30 ans, et tu ne t'es toujours pas amélioré au corps à corps, » dit Cooper en secouant la tête, décevant. Un autre garde d'Harari leva son fusil, mais l'humain balafré lui saisit le bras et le tordit. L'arme se déchargea, touchant l'un des leurs.
Le bruit des os brisés résonna, tandis que l'humain tordait le bras d'Hanson angle anormal, puis fracassait, la tête du garde contre un panneau mural. « Ça, c'est pour New Denver », grogna l'homme balafré. Le colosse avait 2 dracariens en prise sous chaque bras. Ils fracassa leur crâne l'un contre l'autre. « Et ça, c'est pour la série Playo », dit-il en regardant ses compagnons. « Je compte les points. » En quelques minutes, tout était fini. Tous les soldats jacariétaient morts, inconscients ou immobilisés. Seuls Cruel et l'officier scientifique restaient debout, adossés au mur du fond. La poitrine du général se soulevait et du sang violet coulait d'une entaille sur son museau. Cooper marcha calmement vers le centre de la pièce. « Sécurisez leurs armes », ordonna-t-il. Son équipe dépouilla rapidement les Esduari tombés de leurs fusils, de leurs armes de poing et de leurs couteaux de combat. « Comment » murmura l'officier. « Scientifique, vous étiez en stase pendant 3 décennies, vos muscles devraient être atrophiés, vos réflexes émoussés. » Reed rit durement. « Ça montre bien ce que vous savez de la technologie humaine de stase. Nos capsules ne font pas que nous congeler, » expliqua le spécialiste techniquine, examinant un Drari avec intérêt. « Ils effectuent des simulations neuronales, des entraînements au combat. 3 décennies de rêve où nous combattons encore. Et encore. Nos corps ont peut-être dormi, mais nos esprits... » Elle tapota sa tempe avec un doigt ensanglanté. « Nous devenons plus vifs, sans parler des améliorations génétiques, » ajouta le grand humain en serrant le poing. Les forces spéciales n'étaient pas exactement des humains standards au départ. Cruel comprit avec horreur en lisant les dossiers de guerre. Ils ont mentionné des troupes expérimentales à l'âme. « Améliorées, nous préférons spécialement motivées », dit Cooper d'un ton neutre en vérifiant la charge de son pistolet plasma volé. Il se tourna vers la spécialiste technique Zell. « Quelle est la situation à l'extérieur de cette pièce ?» Zell avait affiché un hologramme sur son appareil au poignet, obsolète selon les normes d'Harari, mais manifestement toujours fonctionnel. « Nous avons 20 autres lézards dans les couloirs voisins. Ils savent que quelque chose ne va pas, mais ils ne savent ce qu'il y a dehors. Je détecte l'un de leurs vaisseaux près de l'armurerie, 3 ponts plus haut, probablement là où ils stockent l'équipement qu'ils ont récupéré sur le vaisseau. » Cooper acquiesça et reporta son attention sur Cruel Général. « Nous devons discuter rapidement. 30 ans, ça fait beaucoup de choses à rattraper. » Cru se redressa de toute sa hauteur, dominant l'humain. « Je ne vous dirai rien, primitif. Tuez-moi, si vous le devez. » Cooper sourit, sincèrement amusé. « Vous tuer maintenant? Pourquoi ferions-nous cela alors que vous nous avez déjà tant aidés ?» Il fit signe à l'officier scientifique qui travaillait frénétiquement sur sa tablette. Les humains balafrés se tenaient derrière lui, leurs armes pointées sur sa tête, écailleuses. Votre corps a eu la gentillesse de télécharger les spécifications de votre vaisseau, les dossiers du personnel et surtout une mise à jour complète des événements galactiques des 30 dernières années. Le sourire de Cooper disparut, y compris la façon dont vous, les lézards, avez célébré l'anéantissement de la Terre. L'humain massif grogna dans sa gorge et diffusa les images à travers tout le fichu empire, faisant de notre extinction un « divertissement familial ». « Très classe », ajouta Reed, l'air cruellement meurtrière. Je sentis un frisson me parcourir le dos. Cela n'avait rien à voir avec la chambre froide. « Que voulez-vous de moi ?» Cooper durcit le regard. « Rien. Vous nous avez déjà donné tout ce dont nous avions besoin. » Il s'écarta pour laisser passer un humain balafré qui traînait l'officier scientifique par le cou. Frill, la tablette de l'officier projetait une image holographique du site de fouille, y compris le vaisseau Drari qui avait amené l'expédition de Cruel. « Merci pour le vaisseau dit l'homme balafré. Nous en ferons bon usage. » L'humain massif craqua. « Des jointures. Quel est le plan, Cap? Prendre leurs moutons et trouver ce qui reste de notre peuple. » « Une chose à la fois, » répondit Cooper. Il fit un signe de tête à Reed, qui sortit un petit appareil de sa poche, une balise de secours provenant de sa capsule de stase. « Nous allons réveiller le reste de l'équipage. » Les yeux de Cruel s'écarquillèrent. « Le reste » dit Cooper en se tournant vers lui, l'air froid. « Vous avez trouvé la salle médicale, général?
Vous pensiez vraiment que c'était là que nous gardions nos meilleures armes? Reed brandit la balise triomphalement. Le signal a été envoyé. Les capsules de la soute devraient se mettre en rotation maintenant. Les capsules de la soute? Répéta Cru, la voix remplie d'appréhension. Encore 60 des meilleurs éléments de l'humanité? Cooper confirma. Ils ont été séparés de l'équipage de commandement, conformément au protocole d'urgence. Et après 30 ans de combat neuronal, Sims leva le pistolet plasma à hauteur des yeux de Cruel. Ils vont être impatients de se dégourdir les jambes. Une alarme lointaine se mit à retentir. Des cris et des coups de feu résonnèrent au fond du vaisseau. « On dirait que la fête commence », dit l'homme balafré avec un sourire vicieux. Cooper rangea son arme nouvellement acquise. « Ne soyons pas impolis, rejoignons-les. » Les yeux du général s'écarquillèrent de peur lorsqu'il entendit le vacarme. Cooper se contenta de sourire et en retour. « Désolé de vous décevoir, mais la guerre n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. » La peur envahit le sang de CRR. Balayant toute prudence et utilisant toute sa force, il se fraya désespérément un chemin hors de l'infirmerie. « Dois-je commencer » demanda Reed. « Non » répondit Cooper. « Laissez-le courir, nous l'attraperons de toute façon. » Le couloir extérieur, presque le centre de contrôle, éclata en une gerbe de plasma lorsque Cooper tourna au coin. Reed à 6 heures, 3 soldats Jacari s'effondrèrent avant d'avoir pu lever leurs boucliers, des trous fumants dans leur armure. « 67 secondes !» cria Riden vérifiant son chronomètre. « Nouveau record pour la récupération de vaisseaux. »« Ne te réjouis pas trop encore !» répondit Cooper en esquivant les tirs qui brûlèrent la cloison au-dessus de lui. Il restait encore le gros bonnet à affronter. Grâce aux capteurs internes endommagés du vaisseau, ils découvrirent que Rari avait acheté un mech d'assaut lourd pour l'excavation, conformément à la procédure standard pour la manipulation d'artefacts potentiellement dangereux. Ce même mech était en train de se mettre en marche à l'extérieur du vaisseau, son pilote ayant sans doute l'intention de réduire le vaisseau en cendres s'une, fois qu'il se rendrait compte de ce qui se passait à l'intérieur. « Zell, rapport !» ordonna Cooper tandis que lui et Reed s'avançaient. « Les systèmes du vaisseau sont à 40%, répondit le spécialiste technique. Les systèmes de survie, la gravité et certaines armes sont en train de se réactiver, mais les canons principaux sont grillés. Nous avons subi trop de dégâts lors du crash. » Cooper enfonça d'un coup de pied une porte bloquée, révélant la salle de contrôle auxiliaire du vaisseau. 3 membres d'équipage humain s'affairaient déjà frénétiquement aux commandes, debout au-dessus des gardes Drari morts. Le capitaine, sur le pont, cria à un ingénieur longiligne avec une brûlure de plasma sur la joue. Lun Nakamura et moi avons pris ces salauds par surprise pendant qu'ils essayaient de télécharger nos archives de navigation. Bon travail, Gates. Cooper acquiesça. Une fois notre propulsion rétablie, les propulseurs secondaires fonctionnent, rapporta-t-elle. On ne gagnera pas de course, mais on peut décoller. Une énorme explosion secoua le vaisseau. Les alarmes retentirent tête. Le plancher vibra sous leurs pieds. C'était quoi ce bordel? La voix de Zell grésilla dans le calze. Jacari vient de faire sauter les principaux supports d'excavation. Ils essaient de nous ensevelir sous la glace, jura Cooper. Il est temps de partir. Tout l'équipage à ses postes d'urgence Mace va à l'armurerie et sort le gros matériel. Déjà là, capitaine, répondit-il, suivi du bruit de conteneurs métalliques arrachés, et Noël arriva en avance à l'extérieur, où le mech d'assaut Drari piétinait le site d'excavation, son énorme canon à plasma, chargé pulsant. Le pilote s'était enfermé à l'intérieurette, communiquait frénétiquement avec les quelques soldats survivants qui avaient échappé à l'assaut humain. « Visez les points de sortie du vaisseau », ordonna le général Cruel depuis la navette de commandement où il s'était réfugié. « Ne laissez aucun d'entre eux s'échapper. Faites sauter tout le zit si nécessaire, monsieur. Nos propres troupes qui sont venues à son secours sont déjà mortes, » rétorqua Cruel. « J'ai vu de quoi ces humains sont capables. Aucun d'entre eux ne doit échapper, quel qu'en soit le prix. » Le pilote du mech acquiesça et braqua le canon vers le sas principal du vaisseau. Au moment où l'arme atteignait sa pleine charge, le sas explosa, projetant des débris qui crépitèrent sur l'armure du mech. À travers la fumée, on distinguait une silhouette humaine, Mace, debout dans l'embrasure de la porte,
éclairé par les lumières de secours du vaisseau. Dans ses bras massifs, il tenait ce qui semblait être un canon récupéré sur le système de défense du vaisseau et rapidement une arme à main. Un câble d'alimentation serpentait de son boîtier jusqu'à un sac sur son dos. « Toc toc !» grogna-t-il en appuyant sur la gâchette. Le canon de fortune rugit, lançant un rayon d'énergie concentré qui frappa la jambe gauche du robot. L'armure fondit instantanément et la machine perdit l'équilibre. « Tu sais ce qu'on dit des types avec de gros robots, Mace ?» brailla-t-il en avançant dans la neige pour compenser quelque chose. Le pilote du robot tirait à tout va, creusant des tranchées dans la glace. Mace roula avec une agilité surprenante pour sa taille, se releva sur un genou et tira à nouveau. Cette fois, l'explosion toucha le système d'armement du robot, provoquant des explosions secondaires dans tout son châssis. À l'intérieur du vaisseau, Cooper et Reed avaient atteint le pont, tandis que le reste de l'équipage s'affairait frénétiquement pour remettre les systèmes en ligne. D'autres traînaient l'aise de provisions et des armes récupérées à bord. « Les armes sont hors service, mais nous avons 2 tubes de missiles opérationnels, les 2 et 4, me rapporta Scard, qui révéla s'appeler Griffin. « Nous n'avons que des charges d'excavation, mais ça fera l'affaire, dit Cooperen se glissant dans le siège du capitaine. Zell, contacte tout le monde à bord. La spécialiste technique acquiesçait, ses doigts dansèrent sur sa console. Vous êtes en ligne, capitaine. La voix de Cooper résonna à travers le vaisseau. Tout le monde en position pour un décollage d'urgence dans 30 secondes. Ceux qui ne sont pas à bord à ce moment-là pourront rentrer chez eux à pied. À l'extérieur, Mace avait réduit le robot à un tas de ferraille fumant. Le pilote s'était extirpé du cockpit en ruine pour se retrouver face au canon improvisé. « La guerre est finie, n'est-ce pas ?» demanda Mace sans le moindre sourire. Le pilote chercha son arme de poing. Mace tira à l'endroit où se tenait le pilote. Il ne restait plus qu'un cratère restait dans la glace. « J'ai » marmonna Mace en se retournant vers le vaisseau. Il tapa calmement sur le capap. « IGI, dégagez. Les lézards courent vers leur navette. » À bord, Cooper ordonna. « Nous décollons. » Cruel regarda avec incrédulité l'ancien vaisseau humain, celui qui avait enseveli Lynn sous la glace pendant 30 ans, commencer à s'élever. La glace et la neige se détachèrent de son trou alors que les propulseurs de secours se mettaient en marche. L'engin endommagé parvint d'une manière ou d'une autre à se libérer de son tombeau de glace. « Impossible, murmura-t-il. « Devrions-nous les poursuivre ?» demanda son pilote. Cruel repensa aux yeux froids de Cooper et à la façon dont 13 humains avaient décimé ses troupes d'élite, dont 60 autres semblaient avoir attendu en réserve. « Non, décida-t-il. Mettez le cap sur la capitale impériale, vitesse maximale. » À l'intérieur du vaisseau humain qui s'éloignait, Cooper se tenait devant l'écran, regardant le vaisseau Drari se disperser comme un animal effrayé. « Il s'enfuit, » observa Reed. Elle prit place à côté de lui. « Laissez-les faire, » répondit Cooper. « Nous voulons des survivants. »« Avez-vous fait passer le message de notre retour ?» demanda Griffin. « Exactement, » répondit Cooper. Son regard se durcit lorsque le vaisseau traversa la couche nuageuse. Des étoiles apparurent dans le hublot, froides et lointaines. « Je veux que tous les Jacari de ce secteur sachent ce qui les attend, » dit-il. Le vaisseau trembla alors qu'Ilil prenait de l'altitude, les systèmes peinant après des décennies d'inutilisation. Selon toute logique, il ne devrait pas voler, mais l'ingénierie humaine et les bricolages de Jerry avaient toujours dépassé les attentes. « Où est le plafond ?» demanda Zell. Levant les yeux de son poste, le Jacari a détruit la plupart de nos colonies. « Mais pas toutes, » répondit Cooper en consultant une carte stellaire. Il existait des avant-postes de secours, des endroits que même le haut commandement ignorait. Des colonies humaines cachées, réfléchit Riden, attendant l'appel aux armes. « S'ils sont toujours là-bas, » ajouta Griffin. « Ils le sont, » répondit Cooper avec une certitude absolue. « Nous sommes une vermine difficile à éliminer. Les Jacari l'ont appris à leurs dépens il y a 30 ans. » Il se tourna vers son équipage, l'expression sinistre, et ils sont sur le point d'avoir un cours de remise à niveau.
Le vaisseau endommagé éloigna en boitant de la planète gelée, laissant derrière lui un immense cimetière de soldats, draris et de glace fondue. Dans les jours qui suivirent, les survivants rapportèrent ce dont ils avaient été témoins. D'anciens guerriers humains ressuscités, animés d'une terrible détermination. Dans son vaisseau de commandement, le général Cruel repassa les images de sécurité provenant de la chambre de stase pour la première fois depuis 30 ans. Cru ressentit une sensation qu'il avait presque oubliée, la peur. « Attention !» cria Reed alors que l'écran se remplissait de flammes. 2 vaisseaux de poursuite Drari avaient émergé de l'hyperespace directement sur leur trajectoire. Les armes prêtes, les mains de Cooper volèrent sur les commandes, faisant rouler le Celestial Hammer endommagé dans une manœuvre qui aurait dû déchirer l'ancien vaisseau. « Ils n'apprennent pas, n'est-ce pas ?» marmonna Cooper alors que l'alarme retentissait. « Donnez-moi le contrôle manuel des armes !» ordonna-t-il. L'ordinateur du vaisseau transféra les coordonnées de tir vers sa console. Avec une précision chirurgicale, Cooper déclencha le seul tube lance-missile fonctionnel du vaisseau. Le projectile fonça vers le vaisseau Drari de tête et explosa directement contre son compartiment moteur. « Les charges creuses ne sont peut-être pas des ogives », sourit Cooper alors que le vaisseau ennemi s'ouvrait comme un œuf, laissant l'atmosphère s'échapper dans l'espace-espace avec plusieurs Drari hurlants, mais ça fera l'affaire dans l'urgence. Le deuxième vaisseau de poursuite s'éloigna soudainement, moins enthousiaste à l'idée de l'engagement. « Ils appellent des renforts », rapporta Zell depuis les communications. « Un croiseur de combat est dans le secteur à 12 minutes. C'est largement suffisant, dit Cooper, ses doigts dansant sur les commandes de navigation. « Griffin, quelle est la situation sous le pont ?» La voix de l'homme balafré résonna dans le système de communication, ponctué par le bruit du plasma soudeur et des plaques d'armure maintenues par des broches et des prières. Les moteurs sont à fond, mais stables. Le mort est de plus en plus encombré. Nous avons trouvé un autre groupe de lézards cachés dans la baie Cageo. Y a-t-il des victimes de notre côté? Demanda Cooper. Quelques blessés légers. Principalement de notre faute. Dar est hors service. 30 ans de simulation de combat Neuralnus ont rendu un peu trop zélé. Le rire tonitruant de Ma résonna dans le canal. Griffin est modeste. Il a tué 4 d'entre eux avec une louche à soupe, a répondu Griffin. C'était une cuillère de domestique, a-t-il précisé. Et il n'y en avait que 3, le 4e a trébuché sur sa propre queue et s'est brisé le cou, a ajouté Reed, en roulant des yeux même si un sourire se dessinait sur ses lèvres. Les garçons et leurs jouets, rien ne vaut un peu d'action avec les mains. Le hammer céleste a tremblé lorsque Cooper l'a poussé au-delà de la vitesse de sécurité, visant un champ de débris qui avait autrefois été un avant-poste minier, une couverture parfaite pour semer leurs poursuivants avant de faire le saut vers leur véritable destination, troupe. Tout le monde se prépare pour l'entrée dans le champ de débris, annonça Cooper, et que quelqu'un me donne un rapport des dommages sur le moteur FTL. Comme si Sesmos l'avait invoqué, Gates apparut sur le pont, le visage maculé de graisse de moteur et des angles, pas tout à fait le sien. Le FTL fonctionne, capitaine, mais nous avons une fuite de liquide de refroidissement. Un seau, peut-être, 2 avant que le cœur ne surchauffe. C'est tout ce qu'il nous faut, la rassura Cooper. Pouvez-vous tirer un peu plus de vitesse des moteurs subluminiques? Gates sourit, dévoilant une dent, ébréchée déjà morte. Contourner les protocoles de sécurité et rediriger l'alimentation de secours. Nous obtenons 130% de la poussée nominale. Cela va faire cuire les moteurs en 1 heure, protesta Zell protesté. On tiendra 40 minutes, répondit Cooper. Le vaisseau tangua en entrant dans le champ de débris. D'énormes morceaux de stations et de vaisseaux détruits les entouraient comme une ceinture d'astéroïdes métalliques. Cooper navigua avec un talent naturel, se faufilant à travers des espaces qui semblaient impossibles à franchir. Le croiseur Drari venait de sortir de l'hyperespace, signala Reed. Il lance des chasseurs. Trop tard, dit Cooper, les yeux rivés qu'il n'avait pas quittés. L'écran de navigation. Z. Accéder à l'ordinateur principal. Autorisation Cooper, 7 Delta. Les yeux de la technicienne s'écarquillèrent,
lorsque des fichiers cachés apparurent sur son écran. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces données ne figuraient pas dans le manifeste du vaisseau. Vous savez que les hauts gradés adorent leurs documents classifiés, expliqua Cooper. Seul le capitaine y a accès en cas d'urgence. Zell scanne de cache de ravitaillement de l'avant-poste. Elle leva les yeux. Monsieur, est-ce que c'est vrai? Nous avions des colonies secrètes, l'opération Hydra. Cooper confirma. Si la Terre tombait, nous avions dispersé de bunkers de survie déguisés en opérations minières, des stations de recherche cachées dans des nébuleuses, des cellules dormantes implantées dans des territoires neutres. Reed se pencha en avant. Combien? Assez, répondit Cooper simplement. Les hauts gradés savaient que nous risquions de perdre la Terre. Ils ont élaboré des plans d'urgence. Un bolt de plasma frappa leur bouclier, aveuglant temporairement l'écran de vision. Les chasseurs qui les poursuivaient les avaient trouvés. Pas le temps pour les leçons d'histoire, annonça Cooper. Entrez les coordonnées de l'avant-poste Lazarus. Tout le monde s'accroche. Ce saut va faire mal. Gates se précipita vers la salle des machines Standis que le reste de l'équipage du pont se mettait en sécurité à son poste. Cooper agrippa le fauteuil de commandement tandis que Reed lançait le compte à rebours. FDL et 3-2. La réalité se déchira devant eux, engloutissant le marteau céleste dans un éclair de lumière impossible. Le vaisseau gémit en signe de protestation, les champs d'intégrité structurelle fluctuant sous la pression des dommages, causés par le crash vieux de plusieurs décennies, mis à rude épreuve par le voyage plus rapide que la lumière. Dans la section ingénierie, Gates et son équipe luttaient pour contenir la fuite de liquide de refroidissement, leur peau boursouflée par la chaleur malgré leurs équipements de protection. Mace maintenait en place un poutre de hublot qui se déformait à main nue, le sang coulant de ses paumes coupées par le métal, comme au bon vieux temps. Il cria par-dessus le rugissement des moteurs, « Le bon vieux temps, ça craint !» Gates lui répondit en claquant un patch d'urgence à sa place après ce qui sembla être une éternité. Le vaisseau revint dans l'espace normal. Les systèmes hurlaient des avertissements alors que de multiples pannes se succédaient dans le vaisseau surchargé. Cooper ordonna l'arrêt d'urgence et coupa tout ce qui n'était pas essentiel. Les lumières s'estompèrent alors que l'alimentation était redirigée vers les systèmes critiques. Peu à peu, les alarmes s'estompèrent, remplacées par le doux sifflement du liquide de refroidissement d'urgence pompé dans le cœur surchauffé du moteur. « On a réussi ?» demanda Griffin en trébuchant sur le pont. « Une nouvelle entaille au front. » Cooper hocha la tête en direction de l'écran Nou, une petite planète flottant dans une nébuleuse vibrante était sculptée dans sa surface rocheuse, ce qui semblait être une installation minière, insignifiante, facile à manquer. « Lazarus Cooper », dit-il doucement. « La police d'assurance de l'humanité. » Zell travailla sur sa console, envoyant un signal crypté à l'installation. Pendant plusieurs instants tendus, il n'y eut aucune réponse, puis soudain, la surface du planétoïde s'ouvrit, révélant un hangar d'amarrage suffisamment grand pour accueillir leur vaisseau. « Signal reçu est authentifié », rapporta Zell, la voix pleine d'incrédulité. « Ils sont toujours là après tout ce temps. » Alors que le Celestial Hammer se dirigeait péniblement vers le hangar caché, une nouvelle transmission arriva. Une voix féminine, claire et formelle, dit « Vaisseau non identifié. Vos codes de transmission sont inconnus depuis 3 décennies. Identifiez-vous immédiatement. » Cooper se pencha en avant. « Ici, le capitaine Richard Cooper, commandant, du USS Celestial Hammer. Nous avons été présumés perdus lors de la bataille de Proxima. Nous rentrons à la maison. » Une longue pause s'ensuivit, puis la voix revint, chargée d'émotion. « Celestial Hammer, votre arrivée est inattendue. Préparez-vous à l'amarrage. » Instruction. Cooper se tourna vers son équipage, l'air résolu. « Ce n'est que le début. À partir d'ici, nous trouverons les autres avant-postes. Nous rassemblerons nos forces et nous rappellerons aux Douari pourquoi ils ont dû nous envoyer tout ce qu'ils avaient pour gagner. » Reed souriait jusqu'aux oreilles. Seth se demandait pourquoi cela n'avait pas suffi. « Et s'il ne reste plus assez d'entre nous ?
demanda Griffin, toujours pragmatique. L'Empire d'Harari s'étend sur galaxie et nous ne sommes qu'un seul vaisseau, avec un équipage réduit à sa plus simple expression. Non, le corrigea Cooper. Nous sommes des humains, les salauds les plus vicieux, les plus têtus et les plus intelligents de l'univers. Nous n'avons pas besoin d'être aussi nombreux qu'eux. Il désigna l'avant-poste qui approchait. Nous avons juste besoin d'un point d'ancrage. Puis Mace demanda en entrant dans la passerelle les bras croisés. Les yeux de Cooper brillaient d'une fureur froide et d'une certitude absolue, puis nous réduirons leur empire en cendres sols. Le général Cruel s'agenouilla devant l'empereur, ses écailles ternes de fatigue après son voyage effréné vers la capitale impériale. Derrière lui, la cour murmurait et sifflait, ayant déjà vent de son échec. Les humains étaient censés être éteints, dit l'empereur d'une voix faussement douce. Vous m'aviez assuré que le dernier avait été traqué il y a des années. Mon empereur, commença Cruel, ce n'étaient pas des humains ordinaires, c'étaient des armes améliorées conçues pour la guerre. Les fichiers récupérés dans leurs vaisseaux indiquent des programmes expérimentaux qui dépassent tout ce que nous avons rencontré pendant le conflit. L'empereur se pencha en avant sur son trône d'obsidienne et vous les avez laissés s'échapper? Ils étaient trop forts, trop nombreux. L'empereur se leva, son armure de cérémonie scintillant dans la lumière de la salle du trône. Je ne tolérerai aucune excuse. Trouvez ces humains et détruisez-les avant qu'ils ne contactent les colonies survivantes. Cru hésita. Mon empereur, si je peux me permettre. Et s'il y en a d'autres? Les implants neuronaux que récupérés sur les cadavres suggèrent des capacités de communication que nous ne comprenons pas. Et s'ils se cachaient depuis tout ce temps, à planifier tout cela? La queue de l'empereur fouetta l'air d'agitation. Impossible. Nous avons détruit leur monde. Nous avons traqué les survivants. Ils sont brisés, dispersés. Un conseiller militaire s'avança et s'inclina profondément avec respect. Votre Magnificence, de nouvelles informations font état d'une activité inhabituelle dans les secteurs extérieurs. Des opérations minières ont été interrompues, des convois ont disparu, des phénomènes précédemment attribués à des pirates ou à des catastrophes naturelles. Cru sentit une froide terreur s'enrouler dans ses entrailles, comme un ennemi patient rassemblant ses forces. L'empereur s'enfonça dans son trône, paraissant soudainement plus vieux. « Combien » demanda-t-il doucement. « On ne sait pas, » admit Cru. « Mais d'après le ton de leur capitaine, ils pourraient avoir des plans d'urgence en place depuis avant la fin de la guerre. Des colonies dormantes peut-être, des avant-postes cachés. 30 ans, songea l'empereur. 30 ans pendant lesquels ils ont pu se préparer pendant que nous célébrions notre victoire. Mobilisez la flotte, ordonna l'empereur. État d'alerte maximal. Je veux que chaque secteur soit fouillé, chaque anomalie étudiée. Trouvez ces humains avant qu'ils ne nous trouvent. Alors que la cour s'agitait frénétiquement, Cruel ne pouvait se défaire du souvenir des yeux de Cooper, froid, calculateur, absolument certain de la victoire malgré des chances impossibles. La réalisation la plus terrifiante n'était pas que les humains aient survécu, mais qu'ils n'aient jamais cessé de combattre. 6 mois après le retour des marteaux célestes, la colonie d'Ahari de New 6 brûlait depuis son siège de commandement à bord du croiseur de combat réaménagé Vengeance. Cooper regardait les torpilles à plasma fendre le vide vers le réseau de défense orbitale de la planète. Chaque impact éclatait comme un soleil miniature, les plateformes de défense se brisant en débris scintillants. La station 3 était détruite, rapporta Reed depuis le centre tactique. Les boucliers planétaires étaient à 27% et continuaient de baisser. Cooper acquiesça, le visage illuminé par la lueur des explosions lointaines. Ce qui n'était autrefois qu'un équipage réduit de survivants désespérés s'était transformé en fer de lance de la résurrection de l'humanité. Lazarus n'était que le début. 17 autres installations cachées avaient répondu à leur appel, fournissant des vaisseaux, des armes et des soldats assoiffés de vengeance. Cooper demanda à Griffin de vérifier ses relevés. Les vaisseaux d'évacuation des civils étaient en sécurité dans l'atmosphère. Il n'y avait aucun vaisseau militaire parmi eux. « Laissez-les partir »,
ordonna Cooper. Nous ne sommes pas ici pour les civils. Les vaisseaux d'évacuation sont dégagés. Dans l'atmosphère, aucun vaisseau militaire parmi eux. Laissez-les partir, ordonna Cooper. Nous ne sommes pas ici pour les civils. D'accord, leur répondit Griffin en montrant l'écran où un croiseur de combat Ahari venait de sortir de l'hyperespace. Ses armes chargées, les renforts arrivant comme prévu. Cooper sourit froidement. Mace, vous êtes de l'autre côté de la planète. Cachés dans l'ombre des capteurs de New Sys Mace attendaient à bord du destroyer Drahri capturé qu'ils avaient rebaptisé Karma. L'imposant humain s'était adapté de manière effrayante à la technologie extraterrestre et avait modifié les systèmes du vaisseau pour les adapter à sa force et à ses réflexes accrus. Bien reçu, Cap. La voix de Messare Zona dans Le Cal. Il est temps de tendre le piège. Le Karma rugit et ses moteurs s'emballèrent alors qu'il sortait de sa cachette. Les renforts Jakari, concentrés sur l'assaut frontal de Cooper, ne virent pas Massé approcher jusqu'à ce que son vaisseau déchaîne un barrage à bout portant sur leur flanc non protégé. « Surprise !» hurla Mace alors que le côté bâbord du vaisseau ennemi s'embrasait. « Vous nous avez manqué ?» Le vaisseau d'Ahari tenta de riposter, mais Mace avait déjà exécuté une manœuvre qu'aucun pilote Drahri n'aurait tentée, faisant essentiellement dériver le destroyer dans l'espace afin de présenter un profil cible minimal tout en conservant toutes ses armes verrouillées. Ils auraient vraiment dû étudier nos rapports de combat plus attentivement, commenta Zell depuis son poste de contrôle, en particulier la partie sur la folie humaine, qui est une caractéristique et non un bug. Cooper regarda avec une satisfaction sinistre les moteurs du vaisseau d'Ahari tombés en panne sous l'assaut implacable de Karma. Statut des portes de l'équipe au sol, parquage. Demanda l'ingénieur. La transmission vocale était légèrement déformée par la surface de la planète. Le quartier général impérial a été pris d'assaut, nous sommes à l'intérieur du bunker de commandement. Résistance? Demanda Cooper. Non, rien que nous ne puissions gérer, répondit Gates. Des coups de feu résonnaient en arrière-plan. Ces lézards avaient certainement construit beaucoup de portes anti-explosion entre nous et leurs sauveurs. À travers la caméra de son casque, Cooper regarda Gates et son équipe d'infiltration se frayer un chemin à travers le quartier général militaire Jakari. À la tête de l'assaut se trouvait Donna Le, nom de code Breach, une experte en démolition qui avait passé 30 years in neural sims, perfecting the art of making things explode creatively. Stand clear, Breach shouted, slapping a shaped charge onto a reinforced door. The team flattened against the walls as the explosion ripped the door from its frame shrapnel, tearing through Jakari guards. Beyond Gates rolled through the smoke-dual plasma pistols, spitting death in tight controlled bursts. 3 Jakari soldiers dropped before they could raise their weapons server room secured shear-ported stepping over, the bodies initiating data transfer. Cooper nodded to Zell, who opened a direct channel to Gates's team. Remember, we need everything. Deployment patterns, fleet, movements, defensive protocols, especially anything about human prisoners or slave labor camps. Already, on it. Gates confirmed, and Captain, we found something else. Something big. The feed from her helmet cam shifted, focusing on a holographic star chart. Highlighted in red were dozens of locations scattered across Trary Space Project. Purge Gates explained. Her voice tight with controlled rage. Looks like the lizards have been building extermination facilities, industrial-scale operations designed to process undesirable elements, including the remaining human populations. Cooper's hands gripped his chair. Arm so hard, the metal creep download everything, then level the place. With pleasure, Gates replied as the data transfer completed. Breach moved from room to room, whistling cheerfully, while planting explosive charges. The team withdrew to a safe distance, exiting the facility just as the charges detonated in sequence. The Trari headquarters collapsed in on itself, a monument to imperial power reduced to smoking rubble. Extraction team inbound. Reed reported ETA 3 minutes. Cooper nodded, turning his attention back to the space battle. The Jakari cruiser was disabled, venting atmosphere from multiple hull breaches.
Mace had the vessel surrounded Karma's weapons trained on critical systems open the channel Cooper ordered. The view screen flickered, revealing the Durari ship's bridge. There, Captain, a decorated veteran, judging by his scale markings, glared back at Cooper. With undisguised hatred human, he spat. You cannot hope to defeat the Empire. This attack is meaningless. Cooper leaned forward. Check your intelligence feeds. This isn't the only Durari world burning today. On Kussel transmitted data to the Durari vessel live feeds from 3 other systems, where human strike forces were simultaneously attacking Imperial outposts coordinated. Strikes across 16 systems. Cooper continued military installations, shipyards, command centers. We're not trying to defeat your empire. Today, Captain, we're just introducing ourselves properly. The Jar's scales paled as he absorbed the information possible. You're just survivors' remnants, Cooper smiled coldly. That's what your generals thought 30 years ago, right before we carved through half your fleet. You didn't finish the job now. We're returning the favor. The Emperor will hunt you down, the Trari captain. Hissed every ship, every soldier. Good Cooper, cut him off, let him come. It'll save us the trouble of tracking him down. But first I need you to deliver a message. The Jar's eyes narrowed. What's message, this one? Cooper nodded to Ree, who transmitted a data packet to the crippled vessel on every screen across the Jakari ship. The same footage began to play security recordings from the Celestial Hammer's resurrection, humans awakening from cryo-sleep, elite soldiers dismantling Durari troops with brutal efficiency. The Imperial excavation team fleeing in terror. Then the footage shifted to new images, human colonies emerging from hiding, mothballed fleets being reactivated, production facilities humming with activity, a hidden civilization prepared and weaponized by 3 decades of patient planning. Humanity never fell. Cooper said simply, we just went underground, 30 years, building, preparing, remembering, and now we're back. He leaned closer to the screen, voice dropping to a whisper that somehow carried. More threat than a shout run home. Captain, tell your Emperor that the ghosts of Earth are coming, and this time we're not stopping until your throne room is ash with a gesture. Cooper cut the transmission. Let them go, he ordered. Make sure they have a clear path to hyperspace, letting them flee. Griffin asked. That's not like you cap fear as a weapon, Cooper replied. Right now it's spreading through their empire faster than we could ever push with ships and guns. Reed nodded in understanding. Psychological. Warfare! They thought we were extinct. But now every Jakari in power will be looking over their shoulder, wondering where we'll strike next, exactly. Cooper stood gazing at the tactical display where 17 human battle groups were already moving to their next targets. Besides, we're just getting started. Gates's team was safely extracted. The ground assault complete as the human vessels prepared to depart the system. Cooper opened a channel to all ships. In the task force, all units, mission accomplished. Rendezvous, waypoint Erebus for redeployment. He paused, watching as a new SXIS receded on the view screen. The planet's military infrastructure in ruins, one world among thousands in the Durari Empire. But a statement written in fire across. The star's Captain Zell called from her station. I'm picking up a broad-spectrum transmission. It's coming from all directions. Cooper frowned. Put it through. The speakers crackled with static before resolving into a clear voice. Human female authoritative. To all vessels of Operation Hydra. This is Admiral Helena DeMarco of the United Earth Forces, broadcasting from Deep Haven Station. Authentication code. Phoenix Rising. The sleeping giant awakens, I repeat. The sleeping giant awakens, all cells activated. The countdown has begun, stunned. Silence fell across the bridge operation. Hydra had been the contingency plan for scattered human survivors, but Deep Haven was something, else entirely something Cooper had heard whispers of, but never confirmed, a massive installation hidden in the uncharted regions beyond Trari space, where the highest echelons of human military command had retreated to rebuild from. Scratch. L'amiral de Marco Reed murmura qu'elle était à Terra Nova quand la ville est tombée.
Tout le monde pensait qu'elle était morte lors de la dernière bataille. Transmettre la réponse d'authentification Cooper ordonna d'une voix tendue, contrôlant soigneusement ses émotions, de lui dire que le marteau d'acier céleste était prêt, alors que Zell obéissait les écrans tactiques ça. Travers le vaisseau s'illuminèrent de nouvelles signatures, des dizaines puis des centaines de vaisseaux apparaissant à des coordonnées prédéterminées dans tout le secteur des vaisseaux de conception humaine, mais différents de tout ce que Cooper n'avait jamais vu auparavant, plus grands, plus élégants, hérissés de systèmes d'armes qui faisaient paraître primitifs leurs croiseurs modernisés. « Mon Dieu !» soupira Griffin. « Ils ont construit une flotte, pas seulement des vaisseaux », réalisa Cooper N., étudiant les données télémétriques qui affluaient, évoluant, s'adaptant, 30 ans de développement technologique ininterrompu. Au-delà de la surveillance Drari, une nouvelle transmission arriva, cette fois avec une vidéo. L'amiral de Marco apparut à l'écran. Son uniforme inconnu mais indéniablement militaire. Elle devait avoir plus de 80 ans, mais ses yeux brûlaient du même feu que celui que Cooper reconnaissait chez ses propres hommes. « Capitaine Cooper », le salua-t-elle. « Votre retour était le signal que nous attendions, la confirmation qu'un nombre suffisant de nos cellules dormantes était encore viable pour lancer la phase 2. »« La phase 2, amiral Cooper » demanda-t-il. « La contre-attaque » répondit simplement de Marco. « Votre raid était parfaitement synchronisé. Les Jacquaris sont en train de réorganiser leur réseau de défense compromis de l'intérieur. Leur excès de confiance les a rendus vulnérables. Avec tout le respect que je vous dois, amiral Cooper, nous avons frappé des cibles d'opportunité pour rassembler nos forces. L'Empire est toujours plus nombreux que nous. » Le visage buriné de Marco s'est fendu d'un sourire froid. Plus maintenant. L'écran tactique est agrandi, révélant l'ampleur réelle de ce qui se déroulait dans l'espace Trari. Non pas des dizaines ou des centaines de vaisseaux, mais des milliers émergeant de docks cachés, abandonnant leur champ de camouflage et apparaissant de l'ombre où ils avaient attendu patiemment et mortellement. L'opération Hydra n'avait jamais été une simple question de survie, expliqua le capitaine de Marco. Il s'agissait de s'assurer que si l'humanité tombait, nous ne resterions pas à terre pendant que les Jacquaris célébreraient leur victoire. Nous avons construit, infiltré et préparé pendant 30 ans. Nous n'avons eu qu'un seul but, la vengeance. Cooper sentit une joie intense monter en lui, qui se répercuta dans les expressions de son équipage. Ils n'étaient pas seuls. Ils n'avaient jamais été seuls. « Vos ordres, amiral » demanda-t-il. « Rendez-vous avec le groupe de combat Némésis à ses coordonnées » répondit-elle en transmettant le donné de navigation. « Mais d'abord, je veux que vous fassiez un détour. Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer. » La transmission changea, révélant une nouvelle série de coordonnées, cette fois pour un endroit situé au cœur de l'espace autrefois neutre, la colonie Haven. De Marco expliqua que ses yeux légèrement au-dessus de 30 000 survivants humains, des scientifiques, des ingénieurs, des familles, les germes de notre civilisation préservés pendant que nous nous préparions à reprendre ce qui nous avait été pris. Reed se pencha en avant, la voix chargée d'émotion. Des civils, de véritables colonies, pas seulement des avant-postes militaires. 17 colonies établies, confirma Demar, avec des infrastructures, des systèmes agricoles et éducatifs qui ont permis de préserver tout ce que nous pouvions de l'humanité tout en planifiant notre retour. Une fois la transmission terminée, Cooper regarda son équipage, composé de guerriers endurcis, qui s'étaient réveillés dans une galaxie où leur espèce était supposée éteinte, se tenaient maintenant en silence, stupéfaits, alors que la réalité s'imposait à eux. « Nous ne sommes pas seulement des survivants, » dit enfin Cooper, « nous sommes l'avant-garde du retour de l'humanité. » La voix de Mesa résonna dans le calme, inhabituellement modéré. « Tu crois qu'ils ont de la bière à Haven Colony? De la vraie bière, pas cette merde synthétique ?» rit Griffin, brisant la tension. « Il y a sûrement des enfants aussi de vrais enfants qui n'ont jamais vu la Terre. Ils auront besoin d'enseignants, » songea Reed. « Des gens pour leur dire d'où nous venons, ce que nous avons perdu, ce pourquoi. Nous nous battons pour reconstruire ce que nous gardons, » ajouta Zell. « Les bonnes choses de ce que nous étions, les choses qui valent la peine d'être préservées. »
Cooper étudia les données de navigation, traçant déjà leur cap, fixant les coordonnées de la colonie Haven et la vitesse maximale, tandis que l'équipage se remettait au travail avec une motivation renouvelée. Cooper s'approcha de l'écran, regardant les étoiles défiler alors que le Vengeance se préparait à sauter. Ils avaient reporté le premier coup, mais ils agissaient désormais de bien plus que de vengeance. Il s'agissait de reconquérir leur avenir. Cap Gates KIU. Ingénierie. J'ai examiné ces schémas provenant de Deep Haven. Les progrès qu'ils ont réalisés nous permettraient de reconstruire la Terre avec cette technologie, de la terraformer, de la ramener à la vie. Cooper acquiesça lentement. Une étape à la fois. D'abord, nous assurons notre position, puis nous reprenons ce qui nous appartient. Le vaisseau vrombissait alors que le moteur FTL s'enclenchait, la réalité se déformant autour d'eux alors qu'ils accéléraient vers la colonie Haven, vers la preuve que l'humanité ne faisait pas que survivre, mais qu'elle se reconstruisait, devenait plus forte, se préparant à reprendre sa place parmi les étoiles. Il y a 30 ans, il pensait avoir écrit le dernier chapitre de l'histoire humaine, dit Cooper en regardant son équipage, qui n'était plus seulement des soldats, mais le témoin de la résurrection de leur espèce. Il s'avère qu'ils nous ont juste donné le temps d'écrire une meilleure suite, sourit Reed. Féroce et déterminé, et cette fois, nous n'irons nulle part, dit-il alors que le Vengeance disparaissait dans le FTL, cap sur le sanctuaire caché de l'humanité. Cooper ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis son réveil de cryo-sommeil, quelque chose qui dépassait la vengeance, la rage ou la sinistre satisfaction du combat, l'espoir non seulement de survivre, mais aussi de reconstruire, un avenir où l'humanité renaîtrait de ses cendres, plus forte et plus unifiée que jamais. La guerre n'était pas terminée, mais pour la première fois en 30 ans, la paix n'était plus un rêve lointain. C'était une promesse qui attendait d'être tenue.